Bonjour à tous les deux. Erwan Amar, vous êtes ingénieur. Vous avez d'abord été formé à la géologie, c'est ça, à l'université de Paris 11, puis Montpellier. Ensuite, vous êtes passé par l'École nationale des travaux publics de l'État à Lyon. Et pour poursuivre cette formation, c'est là aujourd'hui que vous développez vos activités de recherche à Nantes, à l'Institut français des sciences technologiques des transports, de l'aménagement et des réseaux. Et donc vous avez soutenu un doctorat en génie civil, précisément sur la question de la redécouverte des savoirs vernaculaires, notamment des techniques liées à la mise en œuvre de la Terre. Donc c'est de cela dont vous allez nous parler, et vous dialoguerez avec Éric Banquet, donc vous êtes designer, et votre parcours entremêle des aspects contradictoires, mais dans le sens positif d'une complémentarité. C'est ça, à la fois avec des travaux qui peuvent s'attacher à une forme d'un certain luxe, et de l'autre d'une forme de simplicité. Un parcours qui vous a amené à la fois à travailler en France, à différents endroits, et à l'étranger dans des contextes complètement exotiques, et en même temps un parcours qui vous a fait travailler du côté de l'architecture, en travaillant chez des architectes, mais aujourd'hui, de manière peut-être plus ciblée sur le design pur, entre guillemets. Enfin, vous préciserez dans votre intervention, mais toujours aujourd'hui à travers cette question de la complémentarité, je pense que c'est utile un peu, si je peux me permettre, dans votre parcours, complémentarité des matériaux, et faire dialoguer des matériaux différents et voir comment l'intelligence de l'un peut compléter celle d'un autre. Voilà, je vous laisse la parole. Donc merci pour l'invitation. Donc je vais vous parler de construction en terre. Alors j'ai changé quand même le titre de la présentation, c'était innover ou découvrir, je préfère en fait réinventer ou découvrir, ce qui est plus précis. Et ça va être un peu plus pratico-pratique que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Donc je vais parler de construction en terre. Alors, je commence par présenter les techniques de construction, parce que je pense que la plupart d'entre vous n'êtes pas du tout familiers avec ces techniques. Donc c'est les 4 grandes techniques de construction en terre qui sont présentées ici, il y en existe d'autres. En haut à gauche, vous avez le pisé, alors qui consiste à compacter de la terre dans un coffrage pour faire des murs, directement un mur. Là, vous avez Nicolas Meunier, qui est un très célèbre maçon qui est en train de compacter dans les coffrages. Alors, c'est une technique qui daterait de l'époque des Carthaginois, donc on est contemporain à l'époque romaine. En dessous, vous avez une technique, les blocs de terre comprimés. Donc là, cette fois-ci, il s'agit toujours de compacter ce matériau à une humidité particulière, mais pour faire des briques cette fois-ci. Ça, c'est une technique très récente dans la construction en terre, ça date du 19e siècle. En haut à droite, vous avez une autre technique qui est celle de la bauge, qui consiste à prendre une terre, à la malaxer à l'état plastique avec des fibres et à empiler des mottes pour former un mur. Ensuite, le mur va être retaillé. Ça, c'est une technique qu'on trouve dans l'ouest sur la façade atlantique de la France. Alors, est-ce que ça date du néolithique? Je n'ai pas de certitude là-dessus. Au moins, à l'époque celtique, c'est avéré. Peut-être déjà au néolithique. Et puis, en bas à droite, vous avez l'adobe, donc qui sont à nouveau un matériau qui est à l'état de pâte à modeler, qui est plastique, qui est moulé à la main dans un cadre, peu importe, et qui est séché au soleil, d'où son nom. Adobe viendrait de l'arabe qui veut dire séché au soleil. Et là, on sait que ça date du néolithique, c'est un des premiers procédés constructifs utilisés par l'homme. Donc tout ça pour dire quoi? Il y a une grande diversité des procédés. Je n'ai pas parlé du torchis, je n'ai pas parlé des quenouilles pour faire les charpentes, pour faire les planchers, pardon, les sols en terre, etc. Il y a une grande diversité de techniques aussi à l'intérieur de ces techniques. Et ce sont des techniques qui sont très anciennes. On a un retour d'expérience de l'ordre de 10 000 ans sur ces constructions, sur ces techniques constructives. Et donc on va commencer un petit peu cette discussion. Le cœur du débat que je vais présenter là, c'est cette notion de réinventer ou de redécouvrir ce procédé constructif. On va voir pourquoi, et je commence par la réinvention. Alors, je suis désolé, le texte est en anglais, mais je l'ai mis en version originale. C'est un texte d'un monsieur qui s'appelle Joss,
dans lequel il dit que la vieille technique de construction en bauge n'a plus... est hors sujet aujourd'hui, elle est complètement dépassée. C'était bien quand on avait beaucoup de temps et de main-d'œuvre pas chère, mais aujourd'hui, à l'époque où c'était écrit, ça n'a plus aucun intérêt, ça n'a plus aucun sens. Et donc il propose de plutôt travailler sur de matières qu'il faudrait malaxer avec des malaxeurs et faire des éléments pour fabriquer. Alors, ce texte, j'ai pas tout mis, hein, il y en a 3 pages. Ce texte, il est en fait assez agressif, assez négatif vis-à-vis des procédés traditionnels de construction en terre. Et c'est le nœud de quelque chose, en fait. Ce texte, il est assez important, parce qu'en fait, dans ce texte, on retrouve un petit peu un état d'esprit qui existe aujourd'hui dans la construction en terre. Et il y a un genre d'affrontement qui se joue aujourd'hui dans la construction en terre. Et ça, c'est un courant de pensée qui consiste à dire que il y a des anciens procédés qui sont immuables. Hein. On a un procédé de construction en pisé, un procédé de construction en bôle, qui sont anciens. Mais il faut leur opposer des nouvelles techniques, développer des nouveaux procédés qui s'inspirent un peu de cela, mais vraiment qui sont en rupture avec ces procédés. Donc il y a une notion de rupture qui est très forte. Et ça marque un rejet de ce matériau du passé, un rejet d'un matériau qui est vu comme démodé, et une honte aussi qui est derrière. C'est savoir honte de ces matériaux, puisqu'il faut savoir qu'ils sont très marqués en fait d'un point de vue social. C'est que la terre, ça a été pendant très longtemps le matériau des gens qui n'avaient pas d'argent pour construire, parce que faire venir des pierres, faire venir de la chaux, se payer des briques cuites, en terre cuite, ça coûte de l'argent, alors que quand on prend la terre du site, c'est vraiment le moins cher possible, et donc c'est un matériau qui a marqué aussi, qui est marqué socialement. Donc il y a un rejet, et c'est quelque part un genre de dégoût en disant je ne veux pas avoir affaire à ça, moi je vous propose de la terre, mais un truc moderne, hein, on n'est pas dans l'ancien. Et puis il y a un autre point aussi qui est très important dans ce texte, c'est la mise en avant de la mécanisation, la préfabrication, et même derrière de l'industrialisation. On a un grand discours aujourd'hui qui est que c'est pareil, ces procédés, ils sont intéressants, mais ils sont complètement dépassés. Maintenant, il faut qu'on fasse des usines, qu'on produise des matériaux et qu'on les transporte. Et puis ce qui est important dans ce texte, en fait, c'est pour ça que je le cite, c'est qu'il date de 1919, c'est-à-dire qu'il a un siècle. Or, ce discours qui est décrit dans ce texte, il est encore actuel. On a des gens qui le portent aujourd'hui. Et en fait, j'utilise ce que Joss dit dans son texte, c'est qu'en fait, je démode cet argumentaire-là en disant, oui, il y a un siècle, cet argumentaire. Et depuis un siècle, il s'est passé quoi? Depuis un siècle, on a continué à construire avec ces procédés traditionnels. On a beau les critiquer, on a beau dire que c'est peut-être pas très efficace, ça n'empêche que c'est avec ça qu'on construit aujourd'hui encore. Ces techniques artisanales, finalement, elles sont peut-être encore un peu adaptées à nos besoins d'aujourd'hui. Donc, il y a une première chose qui était de dire, on a un procédé ancien puis un procédé nouveau. En fait, si on regarde ici l'évolution des... Alors, je ne sais pas si on voit une souris. Ouais, j'ai une souris ici, parfait. Si on regarde ici les techniques de construction, ça c'est un travail fait par M. Kiffeux dans un ouvrage sur la construction en terre que je vous recommande beaucoup, qui est très bien si vous vous intéressez à ce sujet-là. Il présente ici l'évolution architecturale des constructions en terre dans le Devon, en Angleterre. Donc ici au XIVe siècle, on a des charpentes qui reposent directement sur le soubassement et ne reposent pas sur le mur en terre. Au XVIe siècle, on commence à avoir des murs qui s'affinent un petit peu et des planchers, des charpentes qui commencent à reposer sur les murs en terre. Et au XVIIe siècle, on a enfin compris comment utiliser ce matériau, on a confiance surtout, parce qu'on a très bien pu le faire avant. On a des planchers, des charpentes qui reposent sur le mur en terre. Donc le mur en terre est vraiment porteur. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a de l'innovation en fait. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un procédé ancien qui date d'il y a 10 000 ans et que depuis ça n'a pas changé. Chaque siècle a une manière de construire, une conception architecturale qui lui est propre. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre, parce que vous êtes architecte. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la terre crue, il ne faut pas imaginer que c'est un truc qui est figé dans le temps. Ça, il y a l'innovation, et ces techniques, elles ont évolué au cours du temps. Je vais beaucoup trop vite. Le deuxième point, c'est aussi la diffusion de ces techniques. Ici, vous avez un travail qui a été fait par Clément de Chazelle, qui est une archéologue qui travaille dans le près de Montpellier. Et là, elle a fait une carte qui est une des seules en fait, de la diffusion de cette technique de construction. Ici, ce sont les adobes, qui viennent du Proche-Orient, enfin de la Mésopotamie, du croissant fertile, avec la révolution néolithique, et qui vont se diffuser en Méditerranée, qu'on voit 8e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 6e
avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'on a une diffusion aussi des procédés, ce pas des choses qui apparaissent spontanément, il y a aussi des techniques nouvelles qui sont développées, qui se répandent et qui viennent dans d'autres régions. Donc c'est pareil, quelque chose qui n'est pas immuable, c'est quelque chose qui est mobile, qui bouge, et ça se passe depuis longtemps. Et donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et puis il y a un autre point qui est aussi important, et ça c'est le sens de la recherche que je mène depuis quelques années maintenant, c'est de parler de ces cultures constructives locales. Alors, ça, on parle de l'architecture vernaculaire, donc c'est pareil, c'est des choses que vous connaissez déjà un peu certainement. C'est que dans un contexte géographique particulier, on a un climat, on a des terres qui sont disponibles, et puis on a un contexte aussi économique, un contexte sociétal en fonction des désirs, des besoins de chacun. On va développer des cultures constructives locales, qui sont du coup adaptées à un besoin et aux ressources qui sont disponibles localement. Donc ça, c'est l'architecture, ce sont des cultures constructives locales, et ces cultures constructives, pour moi, ce sont, à mon sens, des sources d'inspiration pour la construction durable de demain. Parce que demain, notre enjeu, c'est d'être capable d'utiliser des matériaux les plus proches du site de construction pour limiter le transport, des techniques constructives qui utilisent des matériaux les moins transformés possibles. La construction en terre, c'est une des possibilités, il y en a d'autres matériaux très intéressants, comme la pierre, le bois, les fibres, ou des matériaux peu transformés. Et en fait, demain se pose la question de comment je fais pour construire un bâtiment avec très peu d'énergie. C'est comment je fais pour utiliser les matériaux qui sont disponibles autour du site de construction. Donc il y avait une notion de cueillette en fait autour du site de construction. On allait cueillir de la terre, cueillir des fibres, cueillir des pierres, cueillir des bois en fonction des matériaux qui sont disponibles localement. Et l'idée, c'est d'essayer de retrouver ça. Alors, on a besoin de le redécouvrir. Pourquoi ? Parce que fin 19e, début 20e, il y a un exode rural qui est très important, et on a l'arrivée des matériaux prêts à l'emploi, donc les briques, le ciment, qui vont remplacer en fait ces techniques qui étaient transmises oralement de génération en génération depuis des siècles. Et on a une perte de ces savoir-faire. Et aujourd'hui, en Occident, on a perdu ce lien. Il s'est coupé tranquillement au cours du XXe siècle, petit à petit. On arrive encore à retrouver des gens aujourd'hui qui ont connu des chantiers de construction en terre, mais qui ont vu faire leurs parents. Donc, c'est le regard d'un enfant il y a 60 ans. Donc c'est un peu difficile de réutiliser ce savoir-faire. Donc on a besoin de redécouvrir ces procédés, ces savoir-faire. Et donc ça passe par une analyse, par l'archéologie. Pour ça on a travaillé avec des archéologues. Je vais présenter un seul des travaux qui a été fait. Donc il y a eu d'autres choses, je dis tout de suite, on a travaillé sur redécouvrir le procédé de mise en œuvre. On a des techniques d'analyse du bâti qui nous permettent de dire la terre elle vient de là, elle était transportée sur telle distance, elle était malaxée à tel teneur en eau, plus ou moins malaxée, mise en œuvre comme ci, compactée ou pas, enfin voilà. On arrive à le retrouver avec des techniques d'archéologie. Là je vais vous présenter autre chose, c'est surtout sur l'identification des terres et la quantification de la ressource. Alors concrètement, aujourd'hui, quand on s'intéresse à qu'est-ce que c'est qu'une bonne terre pour la construction, on va plutôt faire venir des terres en laboratoire et puis faire des essais sur des échantillons qu'on fabrique en laboratoire. J'essaie d'utiliser une autre méthode justement en disant il y a le patrimoine qui existe, ce patrimoine, ça fait un siècle qu'on a arrêté d'en produire, donc ça veut dire que les bâtiments, ils ont tous au moins un siècle, voire 2, 3, 4. S'ils sont debout, ça veut dire que la technique de mise en œuvre qui a été utilisée à l'époque et la terre qui a été utilisée sont les bonnes. Donc il suffit juste d'aller récupérer ce savoir-faire en analysant ce patrimoine. La démarche, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas l'objet, juste c'est quand même assez simple, c'est de dire, on a une carte, alors ici, ce que vous avez c'est une carte des sols de Bretagne, ça, qui a été faite par l'INRA de Rennes, avec qui on a travaillé, avec Blandine Lemercier, qui est une pédologue avec qui on a travaillé sur ce travail-là. Ici, vous avez la carte des sols de Bretagne, et puis ici, vous avez la répartition du patrimoine. En bleu, ce sont les matériaux faits du patrimoine, mais qui ne sont pas faits en terre. Et les points rouges, ce sont les matériaux du patrimoine qui sont faits avec des murs en terre. Là, c'est la technique de la bauge en particulier. Et bien, tout simplement, pour chacun de ces sols, on a fait le ratio entre le nombre de bâtiments en bauge sur le nombre de bâtiments total du patrimoine. Là où il y a 70%, il y a des zones comme ça du côté de Rennes, et des zones où il y a 70% du patrimoine rural,
on parle plutôt de patrimoine rural, du patrimoine rural qui est fait en terre, on a tendance à dire, bon, bah, la terre qui est là, elle a l'air de vraiment bien convenir pour la construction. Et dans les zones où il y a 2-3% du patrimoine qui est fait en terre, on a tendance à dire cette terre peut potentiellement convenir, mais elle convient moins que celle où il y en a 70%. Et là, il y a 0%, on ne dit pas que ça ne convient pas, parce que c'est peut-être simplement que la technique ne s'est pas développée pour des raisons sociales et non pas pour des raisons techniques. En croisant tout ça, on arrive à identifier des sols en particulier, et on a réussi à dresser la carte de la ressource potentielle en terre à l'échelle de la région de Bretagne. Alors c'est une grande première, parce que ça n'avait jamais été fait pour la terre crue. Et ici, en zone en vert foncé, ça signifie que si vous faites un trou dans le sol, ici, vous avez 80 à 100% de chance de tomber sur au moins une couche de terre qui convient pour la construction. Et puis là où c'est plus clair, c'est qu'on a moins de potentiel de ressources. Et ce qui est très intéressant, c'est que la zone en rouge, dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est la zone de répartition du patrimoine en terre qui existe encore aujourd'hui en Bretagne. Et on trouve une bonne corrélation entre la disponibilité de cette ressource qu'on a identifiée et la répartition du patrimoine. C'est pas parfait, mais c'est parce qu'il y a de l'humain qui intervient là-dedans. Et nous, on gère ici, donc on ne prend pas trop l'humain. Donc bon, ça c'est autre chose. Les résultats sont quand même assez intéressants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce patrimoine, il nous apprend des choses. Et dernière chose, c'est qu'on a réussi même, parce que, il faut imaginer que cette carte, c'est une carte en 3 dimensions. On a toutes les couches du sol, les épaisseurs, les surfaces. Donc on est en mesure de calculer des volumes et des masses du coup. Donc on a pu calculer, quantifier cette ressource. Quelle est la disponibilité des ressources? Parce que ça, c'est une vraie question d'un point de vue plutôt politique pour savoir si cette filière elle est viable ou pas. Alors, on a identifié qu'il y avait 6,8 milliards de mètres cubes, soit 8,8 milliards de tonnes de terre disponibles à l'échelle de la région Bretagne. C'est le stock disponible pour faire de la construction en terre. Bon, alors ça ne vous parle pas, moi non plus, donc on essaie de faire quelques petits calculs pour illustrer ce que ça signifie. C'est 23% des terres qui sont aujourd'hui en Bretagne, et si on regarde aujourd'hui avec le patrimoine existant, combien les anciens ont consommé de cette ressource pour construire les bâtiments, ça représente 0,03% de la ressource pour la construction en terre qui a été consommée. Ça veut dire qu'ils n'ont absolument rien consommé, ils nous ont laissé un stock très important et on les remercie pour ça. Et le deuxième point, pour avoir une idée de la ressource disponible, c'est que si on avait fait toutes les constructions de Bretagne uniquement en terre, ce qui est complètement illusoire, on aurait consommé 2,1% de la ressource disponible. Ça veut dire que cette ressource, elle n'est pas renouvelable. On n'est pas sur des fibres qui repoussent tous les ans, on est sur un matériau qui est plutôt fossile, c'est une ressource fossile. Mais pour construire l'ensemble des bâtiments de Bretagne, ça va consommer que 2% de la ressource, ça veut dire que cette ressource est suffisamment abondante pour qu'on aille l'exploiter. Donc la ressource, elle est là, il faut l'utiliser. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers de terrassement et qu'on a la terre qui est le premier déchet en masse de l'Union européenne. Cette ressource, elle est en fait énorme et elle est déjà disponible par tous les travaux d'aménagement que l'on réalise avec les autoroutes, les voies de chemin de fer, les aéroports, les bâtiments qu'on construit tous les temps. Et si on prend simplement les terres, les bonnes terres qui pourraient servir pour la construction et qui sont mises en décharge, on a calculé qu'on sera en mesure de construire 6500 logements individuels. Alors je parle bien de logements individuels, je ne parle pas d'immeubles en R+12 parce que la terre, ça reste un méthode qui n'est pas très costaud quand même. Et sur une année, on construit 12 500 logements individuels. Ça veut dire que juste en prenant la terre qui part en décharge, on sera en mesure de construire la moitié de la demande en logement en Bretagne. Donc ça veut dire que la ressource, elle est très importante, et ça, c'est grâce à l'analyse du patrimoine. Et c'est parce qu'il y a ce patrimoine en Bretagne qu'on a pu faire ce calcul-là. Donc, je conclus. En fait, ce discours il était très orienté. Quand je disais réinventer ou redécouvrir, j'avais très bien l'idée à la tête. C'est pas vraiment pour lancer un débat. Pour moi, le patrimoine, il est vraiment primordial. C'est au-delà de la valeur culturelle et historique que porte le patrimoine, c'est aussi une valeur technique, une valeur pour quelque chose qui va nous permettre de nous inspirer pour construire demain, pour avoir des solutions constructives bas carbone, bien intégrées dans l'économie circulaire, etc. Tous ces mots-clés qu'on entend beaucoup fonctionnent très bien avec la construction en terre. Donc pour permettre l'emploi des ressources locales et l'optimisation de ces ressources. Et donc, pour moi, dans ce dialogue, il y a ces deux mouvances d'inscrire la construction en terre en rupture avec le passé ou dans la continuité avec le passé. Et pour pouvoir aussi générer le moins d'énergie possible dans la recherche de ces solutions constructives, repartir de ce qu'ont fait les anciens et continuer l'histoire, parce qu'eux, ils ont innové au fil des siècles, et qu'on renoue avec cette histoire d'innovation à l'intérieur des procès de construction en terre, et la conception architecturale qui est très importante pour la construction en terre.
je pense que c'est la bonne solution, en mettant une dose d'innovation, mais là où c'est vraiment nécessaire. Et l'innovation aujourd'hui, elle n'est pas dans la recherche d'un nouveau matériau, d'un nouveau procédé, elle est dans l'adaptation de ces conceptions architecturales de terre crue pour répondre aux besoins aujourd'hui et aussi en termes économiques, parce que ça coûte très cher aujourd'hui de mettre plein de gens sur un chantier, donc peut-être mettre un peu de mécanisation et bien concevoir les bâtiments. Mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus que ça pour rendre la terre crue aujourd'hui plus moderne. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe immédiatement la parole à Eric Banquet. Alors, merci de l'invitation. Alors moi je vais, en fait, c'est une approche un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça rejoint peut-être celle de Caroline tout à l'heure, parce que je vais être très, alors pas terre à terre, parce que ça c'était vraiment, mais plutôt, en fait je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite. Donc je suis designer, je suis architecte, et donc je fais des meubles, je dessine des meubles, je les fais pas, je les dessine, et je travaille avec des gens qui les font. Et en fait, c'est le premier aspect dont je vais parler pour la matière. Pour la matière, c'est que la matière, elle existe, mais elle est transformée par des gens. Et en fait, on va voir que dans ce projet, un des aspects, moi, qui m'avait beaucoup enthousiasmé, c'est que la matière, elle crée des liens parce qu'elle est un support d'échange et elle est un support de rencontre. On vient de voir qu'effectivement, il y a un patrimoine qui existe dans l'architecture. Évidemment, c'est vrai pour tous les matériaux et donc pour tous les types de mise en œuvre. Voilà. Donc, alors l'expérience, en fait, elle a consisté à... Alors, j'ai pas mal dessiné de meubles en bois dans le passé, et un jour, on m'a demandé de faire une nouvelle série de meubles. Et donc, je me suis dit, bon, comment je vais faire un truc un peu autre? Donc, j'ai dit, je vais prendre du bois et je vais ajouter autre chose que du bois, et c'est cette association, on va voir ce que ça donne. On a parlé, je crois, en introduction des règles de Valérie qui donne des règles du jeu. Enfin voilà, donc c'est un peu ça. La première règle du jeu que je me suis donnée, c'est le bois, du bois plus quelque chose. La deuxième règle, enfin plus quelque chose. Alors pour préciser, c'est un matériau naturel. C'est un peu transformé, ou enfin en tout cas naturel. En prenant cette dimension que les matériaux naturels, le bois, la pierre et certains les minerais, il y a une dimension là-dedans qui moi m'émeut, que c'est le bien commun. C'est-à-dire c'est ce qui nous appartient à tous ou à personne, mais en tout cas c'est là pour tout le monde. Et aujourd'hui, il me semble tout à fait capital de faire très attention à ça. Ce serait pour le design... La question, c'est comment fabriquer aujourd'hui, enfin construire aujourd'hui, ça revient même comment construire aujourd'hui. Il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie justement de cette question-là de d'où viennent les matériaux, comment ils sont mis en œuvre, ce qu'ils deviennent après. Enfin, toutes ces questions-là, c'est ça qui ont remis en tout cas pour le design, ça a considérablement tout changé par rapport au moment où moi j'ai fait mes études, où on s'en foutait complètement. Là aujourd'hui ça me semble totalement incontournable. Donc cette question de ce qu'ils deviennent. Donc la première règle c'est bois plus quelque chose. La deuxième règle c'est si je prends mon meuble à la fin de sa vie, je veux pouvoir l'enterrer au fond de mon jardin et qu'il n'emmerde pas les vers de terre. C'est en fait du mobilier compostable. Parce que c'est le gage de la qualité des composants. Voilà. C'est ça. Bon, alors, donc, on va commencer par, c'est ça, du bois et du cuir. Ah oui, alors, une des choses, c'est que du coup, pour chaque matériau, il va falloir être très très attentif aux qualités intrinsèques de ce matériau. C'est-à-dire, ajouter quelque chose à du bois, c'est pour faire un peu du bois augmenté, quoi. C'est pour lui dire, le cuir, par exemple, il va nous apporter de la souplesse. Quand le bois, il peut être souple, mais pas toujours. Voilà. Et en l'occurrence, c'est des panneaux de bois, donc ils ne sont pas souples. Et donc la question, c'est... voilà. Donc du bois et du cuir. Là, je suis un peu perdu. Voilà, la souplesse. Alors,
la question, c'est le rapport entre ces deux matériaux et le raccord. C'est-à-dire là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que je ne voulais pas coudre le cuir ni le coller sur le bois, mais au contraire, le cuir est découpé, puisque ça se découpe très bien, avec des formes de pattes comme ça qui se coincent, et on va voir voilà. Donc cet objet-là, et a une forme, comme ça, vous voyez la forme, là, c'est un peu en trapèze. Donc en fait, tout ça, en fait, c'est un rapport entre la géométrie et la nature des éléments qui vont faire que, par exemple, ces deux pièces, quand on va mettre la fente de droite dans celle de gauche, et bien ça va fabriquer cette géométrie-là qui devient un meuble qui est un siège, en fait, un pliant. Et voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de dire, bah, le cuir, qu'est-ce qu'il a de plus que le bois? Il est souple, donc on apporte de la souplesse, et ça permet d'articuler ces deux choses et de faire un meuble qui est un pliant, qui donc a cette forme-là. Ça aurait pu être une autre, mais là, ça met en valeur toutes les qualités des uns et des autres. Le bois, en l'occurrence, puisque ça c'est pas un bois, il y a plein de bois différents, évidemment. Celui-là, c'est du peuplier, qui est l'avantage de, outre de pousser vite et sous nos latitudes, mais en plus d'être léger. Voilà. Donc du coup, ce dessin va générer des détails assez précis, où il faut anticiper sur justement cette souplesse du cuir, donc une certaine variation dans les rapports, qui n'est pas toujours très très visible. Et le petit détail du piétement, mais parce qu'en fait, c'est du liège qu'on met en bas. Vous savez sans doute, les sols ne sont jamais plans. Hein, vous avez beau faire rarement, malgré plein d'efforts de plein de monde, c'est rarement plan. Donc souvent, on se retrouve avec des super meubles, et puis à la fin, on a un patin réglable en plastoc, très moche. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu souple et qui permette d'éponger comme ça certaines imperfections du monde. Donc si on pousse cette logique de la souplesse et des pièces articulées, on la pousse encore un petit peu, et on va aussi grand qu'on peut l'être, c'est-à-dire, en fait, l'échelle du mobilier, c'est aussi beaucoup l'échelle du corps de l'utilisateur, souvent, pour le mobilier en tout cas, et là, en l'occurrence, c'est aussi l'échelle du corps de l'animal, hein, puisqu'on a pris la peau sur un animal, et voilà, donc la vache a une certaine dimension. Et donc quand on articule ces 4 pentes de bois, voilà, ça nous donne donc le secrétaire qui va aller avec le piment que nous avons vu tout à l'heure. Du point de vue de la géométrie, effectivement, tout est un peu biais, parce que comme vous le savez, le biais évite la déformation du quadrilatère, et donc c'est ce rapport-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en étant à l'écoute de la matière, et d'une certaine approche de la géométrie, bah, en fait, quelque part, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, on met en mouvement une logique, et qu'après, on va essayer de suivre. Et la difficulté, c'est plus de suivre la logique de choses qui nous échappent, dont on ne maîtrise pas, en tout cas, qui sont les qualités des matériaux. Et donc voilà, à la fin, tout se plie et se range, puisque c'est... On va ensuite associer de la pierre au bois. La pierre, on va s'y intéresser pour sa masse volumique, en fait, c'est lourd, quoi, de la pierre. Et donc comment le fait que ce soit lourd, ça va structurer le meuble. Donc on a 2 pièces de bois qui vont s'associer et une pièce de pierre qui va venir bloquer tout cet assemblage-là. Et en fait, on comprend que, comme c'est lourd, ça bloque le truc. Sauf que du coup, on s'est évidemment créé un problème, puisqu'on a un meuble qui est lourd. Donc on va y répondre, parce qu'on va avoir le plaisir de résoudre le problème qu'on s'est créé, en mettant une poignée sur ce meuble, qui va aussi servir d'ailleurs à bloquer la pièce qui bloque le reste. Et voilà, donc on a ce dessin-là, avec à nouveau donc, du liège en bas pour le sol et en haut pour l'adhérence et la friction avec la pierre. Et de plus, voilà, donc cette poignée donc, qui va être pile au centre de gravité de l'objet pour pouvoir le porter et le déplacer.
Voilà. Un détail, c'est de ce bois, donc c'est du frêne. Du frêne qui est un bois qui est, donc, comme on le voit, assez nerveux, qui est un bois en fait parce qu'après il y a aussi dans la matière évidemment toute la dimension culturelle. Enfin, le frêne c'est un bois dont on se sert pour les manches d'outils, beaucoup les marteaux, des choses comme ça, pour les armes aussi. La lance, je crois que la lance d'Achille à Troie était en frêne, si je me souviens bien. Et enfin voilà, c'est la matière porte aussi toutes ces qualités techniques qu'on évoque, on essaie de suivre, de découvrir. Et puis il y a aussi tout cet imaginaire qui va avec, voilà. Donc deuxième expérience de cuir et de bois, sauf que là on va partir du bois. Du bois qui en l'occurrence est du chêne. Donc le chêne vous connaissez par cœur, c'est un bois qui est très stable, qui existe en grande, du coup on peut avoir des gros morceaux, et qui est très facilement approvisionné, notamment en France, qui est très suivi, enfin dans les qualités de bois, il est très trié, c'est très pratique. Et donc voilà, donc l'idée c'était d'aller dans ce sens d'un meuble qui soit là, massif, en chêne massif, voilà. Et de travailler au plus simplement sur des pièces identiques, enfin pour la scie, très simple, mais avec juste des coupes un peu biaises à nouveau, qui vont donner une inclinaison, on voit sur la coupe là, et qui donc vont donner en fait un confort à quelque chose qui est quand même 5 planches assemblées, quoi. Alors on peut parler longtemps de la notion de confort et de mou, qui est moi un de mes gros problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait tout est mou, pour que ce soit confortable, il faut que ce soit un gros canapé dans lequel on se pose et tout, et donc après on a mal au dos, enfin, en fait c'est une vraie catastrophe, ce mou, pas à cause seulement de la mousse de polyuréthane, qui est quand même le pire matériau du monde, mais aussi parce que ça génère tout un tas de mauvais comportements, je trouve. Voilà. Donc voilà, donc on a cette grosse structure en bois, qui est un banc, sur laquelle on va venir déposer juste une feuille de cuir. Voilà. Alors, le petit détail, c'est que vous voyez, il y a des traits là, qui sont sur qui viennent, du coup, ça permet que le cuir vienne se plaquer. Enfin, les traits, ils sont découpés dans une partie de l'épaisseur de la feuille de cuir, avec un outil qui s'appelle un abacar, qui est une sorte de gouge, en fait. Et l'artisan vient faire une saignée comme ça, donc le cuir se plie un petit peu, et on va pouvoir s'appliquer mollement sur le bois, et apporter juste une sorte de petite touche de confort, c'est-à-dire que ça prétend pas être mou, hein, du tout, mais ça prétend justement ne pas être juste sur le bois. Voilà. Et dans le raccord et le rapport des deux matériaux, on voit qu'il y a vous vous demandiez pourquoi les planches étaient décalées, ben c'est parce qu'en fait ça permet de dissocier une petite languette de cuir dans la longueur de la peau qu'on a, puisqu'on ne va pas ajouter, on ne va pas coudre, on reste dans notre longueur de cuir, et elle va venir se prendre dans avec une petite goupille en bas, et donc se caler dans la forme. Voilà. Je crois qu'on peut parler là un tout petit peu du collage de ces matériaux. Je parlais tout à l'heure de mes vers de terre dans mon jardin, je ne vais pas ennuyer. Une des grosses questions quand même dans la construction de ces éléments, c'est tout ce qui concerne le collage et la finition. Justement, on sait bien que c'est à ces moments-là qu'on entre souvent dans des chimies complexes et toxiques, enfin nocives. Alors là, en l'occurrence, la colle, c'est de la colle de poisson, c'est-à-dire c'est la colle qui est faite avec des restes de poisson et qui permet d'assembler les éléments. C'est une colle qui est très très résistante, qui est réversible, qui a l'avantage d'être réversible, c'est-à-dire qu'après on remet de l'eau et de l'alcool et ça se redissout, si on veut. Mais elle a un gros problème, c'est qu'elle met entre 12 et 24 heures à sécher. Et alors ça, il y a peu de gens qui aiment bien parce que ça occupe l'atelier, ça prend du temps. Enfin, on rentre tout de suite dans une logique économique, enfin, à l'encontre d'une logique de performance économique. Et pour autant, c'est une colle qui est utilisée depuis des siècles. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que les solutions, elles existent. Les solutions techniques existent et elles existent depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a vu avant comment regarder le patrimoine, les sources d'inspiration et
voilà. Et là, c'est tout à fait manifeste. Donc du coup, en fait, moi, dans ma relation avec les artisans, je les ai beaucoup interrogés sur comment ils faisaient vos parents, et comment... En fait, la question, c'est un peu comment on faisait avant le tout pétrole, enfin, parce que on faisait tout ça, on avait tous ces objets, donc voilà. C'est des questions qui aujourd'hui reviennent avec une actualité, enfin, qu'on comprend, puisqu'on n'aura bientôt plus de pétrole, il va falloir trouver d'autres solutions, donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas perdu, quoi. Il y a des façons de faire, il suffit peut-être de faire un peu différemment. Voilà. Après, je voulais associer du métal avec le bois. Donc, en l'occurrence, le métal, c'est l'or, et le bois, c'est du chêne-liège. Voilà, donc là, ce qui m'intéressait, c'était d'associer vraiment des choses qui, a priori, sont très très loin. C'est-à-dire, l'or, il est rare, le chêne-liège est assez ordinaire, surtout que là, en l'occurrence, pour la petite histoire, c'est des panneaux d'isolation, donc c'est vraiment le truc le plus basique, enfin, ça coûte 10 €, voilà. L'or est a priori rare, donc cher, il est brillant quand le liège est mat, l'or, le liège, ça se travaille dans la masse, parce que c'est pas très solide, enfin, c'est pas très stable, l'or, ça se travaille, c'est très ductile, ça peut s'étirer à l'infini, donc c'est très très fin. Donc c'est que des matériaux qui sont très très opposés. Et c'était de savoir comment, qu'est-ce qu'on allait faire de cette association. Et alors j'ai fait ça c'est donc une sellette. Une sellette, ça sert à quoi? Ça sert à poser des trucs. C'est un présentoir en fait. Voilà. Et là pour le coup j'ai moins suivi en fait c'est donc une autre façon de travailler, c'est de suivre son envie et son désir et un peu, on a parlé tout à l'heure d'énergie et de, je pense, on pourrait aussi employer les mots de vibration de la matière et de se dire, en étant à l'écoute un peu finement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et là, on en fait quelque chose qui déjà en soi existe et fait chanter, résonner les qualités des matériaux. Donc il y a eu deux formes, j'ai fait deux formes, qui donc s'associe, en fait, après, pareil, avec un travail de proportion et de géométrie. Et ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que ça allait apporter de la lumière dans un espace, aussi, aller qualifier, on va dire, qualifier une portion d'espace de façon différente par la lumière et la matière. Voilà. Alors, pour ce... Donc voilà, ça se combine de façon différente, les petits jeux géométriques. On est d'accord aussi, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, mais que la géométrie là, des objets, elle est dictée par la résistance des matériaux, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les surfaces dorées, elles vont tirer, donc de l'autre côté, si je reviens à ça, la partie en liège, elle doit être entreventée, enfin, tout ça, c'est une logique constructive, de géométrie, d'équilibre des forces. Je vais revenir pour cet objet en particulier sur les outils de travail justement dont on parlait. On a évoqué les questions de maquette qui sont évoquées demain plus précisément. On a évoqué la question de l'outil informatique. Je sais que pour moi, dans ma manière de travailler, j'expérimente. Alors, je ne fabrique pas, j'ai pour autant dans mon atelier quelques outils et de la place pour pouvoir manipuler des matériaux, donc faire des expériences. Donc l'espèce de gâteau là qu'on voit ici, c'est les premières expériences que j'avais faites pour aller rencontrer les artisans qui nous donnent une piste de travail. Après, c'est juste d'avoir aussi des matériaux et de les mettre ensemble pour concrètement voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a un moment où on est obligé de rencontrer vraiment la matière. On peut parler du bois, mais le noyer qu'on voit ici et qui a été finalement remplacé par le chêne-liège, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc je travaille comme ça, en associant d'abord des matériaux. Après, évidemment, il y a beaucoup de croquis à la main. Enfin, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est souvent... qui n'est pas la même chose que, effectivement, le croquis informatique, parce que, comme ça a été très clairement dit tout à l'heure, et je trouvais que l'expression était bien, c'est le croquis à la main, on n'est pas obligé de savoir où on va. Là, on est obligé de renseigner la ligne, et elle est obligée d'être déjà intelligente. Les deux ne s'opposent évidemment pas, ils permettent de voir des choses très différentes, et donc il est indispensable de faire tout ça en même temps qu'on fait des petites maquettes au dixième, pour voir justement ces questions combinatoires, et des maquettes échelle 1 pour préciser les proportions. Voilà, donc c'est cet ensemble d'outils que là j'ai remis tous ensemble pour bien montrer qu'ils ne sont pas linéaires, mais qu'on passe de l'un à l'autre en permanence, et que c'est ça qui est intéressant.
Voilà, ensuite on passe à la phase de prototype et à la phase de réalisation. Un détail, on parlait de chimie tout à l'heure, là ce qui est marrant c'est si je fais la liste des choses, donc il y a de la colle de poisson, du liège, mais après pour l'or il y a du blanc de meudon associé avec de la colle de moelle de bœuf, de l'or, et dessus l'or on va le protéger avec de la gomme laque qui est de la chenille écrasée, quoi, pour faire court. Donc en fait on se rend compte qu'on a tout un petit monde là-dedans de bêtes et de végétaux et de trucs, et que voilà, et c'est drôle que bon... Dernier élément, j'ai voulu associer du bois avec du bois et donc faire une construction qui ne soit exclusivement que 100% en bois. Donc voilà, donc c'est la question, c'était du coup dans la géométrie comment dessiner ces pièces qui n'allaient demander aucun autre élément qu'elles-mêmes pour être associées. Donc on arrive à une sorte de petit jeu de construction comme ça où on associe tout et tout se bloque en fait au fur et à mesure. Et donc voilà, et avec une dernière goupille finale, on bloque et on fait une table. Qui va devoir, pour le coup, accepter que chaque pièce va bouger un petit peu, donc il y a un petit peu de jeu entre les lattes du plateau. Voilà, ça permet quand même d'avoir deux positions sur cette table, donc elle est multiforme, et ça génère donc plein de petits détails de construction. Voilà, c'est ça, et donc ça c'est une petite photo de famille de toutes ces petites maquettes de la matière. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, vous poussez vers du dialogue très loin, puisque vous dialoguez avec une journée d'études qui a eu lieu la semaine dernière à l'École d'architecture de Marseille, organisée par deux laboratoires de recherche, le laboratoire INAMA ici à Marseille et le LACT de Lille, dont on aura un des membres cet après-midi avec nous, et qui portait sur la question de l'innovation et de l'expérimentation en architecture dans les années 70. Et on y a parlé notamment du plan de construction et de blocage dans les mentalités, notamment et de débat entre architectes et ingénieurs, et qu'un frein à une forme d'innovation était dû au fait qu'innover, ça ne pouvait pas se faire en se fondant dans des techniques anciennes, et qu'il fallait absolument changer. Et donc, Erwan a clairement pris position par rapport au débat, et je pense que voilà, cette question de, au contraire, l'innovation plutôt qu'être dans ce qu'a été longtemps le progrès comme une course à l'invention d'un nouvel objet, d'un nouveau procédé, d'une nouvelle technique, elle est peut-être dans le réassignement de techniques anciennes et de redécouvrir cette intelligence. C'est ce que vous avez dit, que vous avez montré sur la Terre. Est-ce que vous pensez que c'est également le cas? Vous nous avez montré donc, des expérimentations, votre travail, mais est-ce que les savoir-faire des artisans, leurs techniques, qui ne sont pas les nôtres concepteurs, dans quelle mesure est-ce qu'elles vous permettent, vous, d'innover, de présenter des meubles, des créations qui sont originales, de nouvelles formes, mais peut-être appuyées sur des savoirs anciens? Oui, moi ça me semble très évident de dire ça, mais je pense que ce qui est très intéressant, dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est le fait de réinstaller ces techniques aujourd'hui. Parce que rien que ça, c'est un effort en fait énorme, pour des raisons alors économiques évidentes, parce que c'est d'autres temporalités, c'est d'autres choses, mais aussi qu'elles ont été discréditées pendant très longtemps, et donc à accepter que tu... Ou alors, on va faire différemment déjà de ce qu'on a fait. Je sais pas comment dire, il y a un nouveau goût quand même pour le savoir-faire artisanal, enfin ce qu'on appelle... les artisans sont aujourd'hui détenteurs d'une certaine de connaissances, mais que eux-mêmes souvent n'assument pas. Enfin, eux au contraire ils vont chercher le dernier vernis, le dernier truc, sauf certains qui vont dire ah mais tiens, au 19e les Japonais ils n'utilisaient pas de vernis pour faire des baignoires avec de l'eau et tout comme on fait. Alors en fait c'est des techniques de micro-rabotage avec un truc très fin. Et donc on en revient, et il existe en fait des machines aujourd'hui qui font ça, et qui permettent donc de ne plus avoir de vernis. C'est génial. Et donc voilà, en fait c'est une façon d'interroger la réalité, et à mon avis d'interroger surtout finement la matière, et ça la matière, le bois il n'a pas changé. Voilà, je laisse répondre à la question. Si.
si, mais plus qu'une réponse à une question, je pense que c'est la base de quelque chose de commun chez tous les deux. Alors peut-être, pour amorcer ce dialogue entre vous, ce serait plutôt la dimension, mais vous y revenez, la matière héroïne sociale, c'est la deuxième qualification de cette matinée. On a vu des freins culturels à concevoir l'innovation ou aujourd'hui à redécouvrir des techniques, mais est-ce que vous pensez que le savoir étant là, les artisans retrouvant certaines techniques, le patrimoine permettant de retrouver d'autres qui se sont perdus, est-ce que la société et également les process de production dans lesquels nous sommes pris permettent de faire une place à ça, ou est-ce que c'est encore plutôt de l'ordre du militantisme? Oui, alors ça c'est... Là, on peut aller assez loin dans la discussion. Alors c'est vrai que moi qui suis qu'ingénieur génie civil, j'ai du mal à aller sur le domaine de notre société d'aujourd'hui. Mais juste quelques éléments comme ça. Par exemple, un des principaux freins du développement de la construction en terre, c'est que la terre, elle est gratuite. Donc on a du mal à mettre en place un système marchand qui permette de valoriser. Il n'y a pas d'entreprise qui peut se servir du sujet en disant non, c'est gratuit. En fait, on a des entreprises même pires que ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des entreprises qui extraient de la terre et qui payent pour la mettre en décharge. Ils payent de l'ordre de 6, 8, 10 euros la tonne. Donc aujourd'hui, on a des systèmes qui pourraient fonctionner en disant vous me donnez 3 euros la tonne et je récupère votre terre pour construire. C'est pire que gratuit, c'est-à-dire qu'on nous paye pour récupérer la matière si on veut. Ça se fait pas, je vous le dis tout de suite, mais ça peut être envisageable. Donc, à partir du moment où on n'a pas de système marchand qui se met en place, on n'a pas des industriels qui poussent dans ce sens-là. En fait, ça peut être c'est peut-être du bon sens d'utiliser les matériaux locaux, mais le contexte économique, sans aller trop dans le détail, n'est pas favorable à ça. Notre système économique n'est pas favorable à ça. Alors que l'artisanat dans le design d'édition et le luxe a toujours été. C'est-à-dire qu'on a l'artisanat dans le design d'édition est un luxe qui a été pérennisé. Contrairement à prendre de la terre à la disposition qui est gratuite, qui permet de résoudre des problèmes collectifs, la question de l'artisanat dans la formalisation d'une œuvre au sens large du terme, pour moi, ce n'est pas militant. Pour moi, ça fait partie des critères de repérage de luxe dans l'édition immobilière, par exemple. Une petite réponse là-dessus, je suis d'accord. Par exemple, la construction en terre aujourd'hui en Occident, c'est majoritairement des gens très riches qui se payent, qui se payent de la terre. Donc ça reste un truc de luxe, sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir démocratiser les choses. Et donc c'est le problème. Oui, après on peut imaginer, c'est toujours la question du laboratoire en fait, de se dire que justement ces objets de luxe et de construction de luxe, elles peuvent aussi emmener, juste par le fait qu'elles existent, du coup ça fait exister quelque chose qui fait un précédent. Parce que la question en fait du frein pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme il faudrait faire alors que tout le monde sait comment il faut faire, elle dépasse largement le cadre de notre petite discussion aujourd'hui. C'est vrai dans tous les domaines aujourd'hui. Moi j'ai pas la réponse. La seule chose que je peux dire c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire c'est proposer une alternative juste pour montrer que ça existe. Et à partir de là, c'est un espèce de caillou lancé dans l'univers et puis est-ce qu'il y aura une résonance cosmique qui va faire que ça va enchaîner un moment, on ne sait pas, mais j'ai pas Est-ce qu'il y a Valérie a commencé les questions? Oui, je vois qu'il y a plusieurs questions dans la salle. Merci. Là, on est en train de poser plus ou moins artisanat et industrialisation dans un rapport démocratisation et luxe. Est-ce que justement les nouveaux outils numériques qui permettent une grande précision et surtout une grande facilité d'exécution de détails, est-ce que justement des machines comme les robots ou ce genre de choses-là
permettent à l'artisan de reprendre de plus en plus de place par rapport à la grosse industrie, qui fait des préfabrications plus... Dans la théorie, dans le principe, j'aurais envie de dire oui, mais j'ai travaillé par exemple très récemment avec une entreprise au Danemark qui fait des meubles de façon... Alors ils font une ébauche avec une commande numérique, là, et puis après ils finissent à la main. Donc on pourrait se dire, bah, ils ont gagné du temps et tout ça. Finalement, le meuble est sorti 4 fois plus cher que s'il avait été fait que à la main, par exemple. Donc je ne saurais pas, j'ai pas de réponse. C'est des questions, en fait, sans doute... je pense qu'on est encore au balbutiement aussi de tout ça, et que c'est pas encore vraiment suffisamment intégré. On a d'un côté des meubles faits dans des Fab Labs où tout est finalement enclenché les uns dans les autres, qui génèrent aussi une esthétique quand même très particulière et très limitée. Et on a l'autre côté effectivement de l'artisanat de haut vol où on fait un meuble par an et tout ça. Et j'espère, et je voudrais penser que oui, la machine va, et que ça fait partie de cette façon de nourrir le patrimoine et de le laisser vivant. Certainement. À une étape ou une autre, peut-être dans les débits, effectivement, et après dans les trucs, certainement que ça va aider, et aider à répondre, enfin, à modifier en tout cas, entre un Ikea d'un côté qui va tout faire en millions d'exemplaires, et mon petit gars au fin fond de l'Auvergne qui va sculpter ces trucs-là pareil, il y a forcément, c'est dans l'intermédiaire, sans doute, on va trouver une hypothèse. Je vais parler d'impression 3D en terre, ça existe. Donc en fait, il y a déjà des machines qui existent qui permettent d'imprimer un bâtiment en terre. Ça existe, ça veut dire que ça marche. En fait, on voit des vidéos, ça marche très bien parce qu'on a une bus qui vient déposer de la terre sur un truc pour faire un genre de mur. Mais ce qu'on voit pas, c'est que derrière, il y a 10 personnes qui sont en train de préparer le mélange parce qu'il ne faut pas faire le mélange. Et puis derrière, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est quand même assez compliqué. Donc, pour moi, c'est un genre de fuite en avant parce que aujourd'hui, les financements, quand on fait de la recherche, c'est vers des trucs d'innovation, de croissance verte, il faut que ce soit très technologique. C'est plutôt ça qui fait rêver, il faut envoyer des paillettes, et ça, c'est ce qui marche en ce moment. En ce moment, c'est l'impression 3D, donc on a pas mal de gens qui se mettent dessus. Il y a même des gens qui disent que c'est pas forcément très raisonnable, mais on y va, parce que c'est là qu'on a des financements. Malheureusement, on est un peu dans cette fuite en avant permanente. J'ai un peu un doute. Je pense qu'il y a des outils d'innovation qui peuvent être très intéressants, mais il faut vraiment bien réfléchir. Voilà. Et je pense qu'on oublie aussi de donner la parole aux gens qui font. C'est-à-dire que c'est beaucoup des ingénieurs et des chercheurs qui vont décider ce que doit faire le maçon sur le chantier. Et à aucun moment on va écouter le maçon. Et en tout cas, moi, je ne travaille pas comme ça. Et ça n'a pas de sens, parce que généralement, on se retrouve dans la situation, en labo, on a développé un super truc pendant 10 ans qui a coûté une fortune à l'État, et puis derrière, il m'a senti, mais je peux pas utiliser votre truc, c'est complètement pas adapté pour moi. Et donc, ça reste dans un placard. Juste, ça me fait rebondir sur la question de l'innovation aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'innovation, elle est dans une nouvelle fraiseuse ou une nouvelle imprimante 3D, 4D ou je ne sais, ou alors dans ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire trouver la bonne façon pour que, économiquement, on trouve les moyens de gouvernance et d'installation dans un système. En fait, ça se déplace, c'est-à-dire qu'il faut intégrer dans les équipes presque des stratèges économiques, et la vraie innovation, elle est là, elle est pas dans une nouvelle machine. Ça, on sait qu'on sait aller sur la Lune et sur Mars et tout ça, c'est super. Mais pour autant, on ne sait pas aujourd'hui en Bretagne utiliser quelque chose qui est gratuit. C'est hallucinant quand même. Enfin, je pense que la vraie innovation, elle est quand même beaucoup dans les modèles et dans l'installation de tout ça dans la structure économique, dans le système économique qui est dialogue et peut-être au début de polémique, mais nous verrons des interventions cet après-midi, notamment autour du projet Matrice, qui est précisément l'impression en terre, mais on verra si la question se pose. Cette question également d'écouter l'ouvrier a été traitée, notamment dans les années 70. Je crois qu'il y avait à Grenoble, justement, qui est aussi un haut lieu de la construction et de la conception en terre,
quelqu'un qui s'appelait Sergio Ferro et qui posait cette question de la relation entre le dessin de l'architecte et le savoir sur le chantier des personnes qui construisent. Je crois qu'il y avait une autre question dans le public, oui. Johan. Bonjour, merci pour ce dialogue. J'aurais une question concernant en fait, l'ambivalence entre vos métiers et votre façon de concevoir justement le métier, puisque en tant que designer, vous avez une approche très géométrique et scientifique du métier, et en tant qu'ingénieur, vous avez une approche par le biais du vernaculaire et son étude, relativement empirique. Et je voulais savoir comment en fait, vous arrivez à mettre en relation ces deux aspects de votre travail, entre le côté scientifique et le côté plus humain et social. Je n'ai pas l'impression d'être que dans la géométrie et la science, parce que déjà tout ça est quand même très très empirique, hein, c'est-à-dire mon parcours, j'ai des cours de géométrie, mais c'était il y a très longtemps, et voilà. Alors ça se joue beaucoup dans la relation en fait, avec justement dans le dialogue avec les artisans et avec aussi avec les bouts de bois, quoi. Enfin, il y a un truc. Non mais c'est vrai je pense qu'il y a une notion. Moi je sais que de plus en plus j'ai envie d'écouter ça, c'est-à-dire d'essayer d'écouter. Quand on dit écouter la matière, c'est aussi s'écouter soi dans une intuition qu'on peut avoir et accorder de la valeur à ça. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas du tout appris à aucun moment de dans nos sociétés surtout, et qui en fait permet d'une certaine manière de faire la synthèse. Enfin, c'est peut-être ce qu'évoquait Christelle tout à l'heure quand elle disait qu'on a un ensemble complexe de données, de types différents, de natures différentes, et qu'à un moment, il y a une synthèse qui se fait. Alors, on n'a pas explicité, c'est de la part de mystère, de l'histoire. C'est toujours ça dans le projet. Donc il y a un moment où effectivement il y a des données, et puis il y en a une qui va surgir, jaillir un peu plus important que les autres. Je sais pas, c'est une espèce d'équilibre et de mélange, en sachant qu'il est très important d'écouter de reconsidérer le projet, on va dire, depuis toutes les entrées, effectivement, techniques, géométriques, sociales, et elles ne s'opposent pas, enfin rien de tout ça ne s'oppose. C'est savoir à un moment ce qu'on va vouloir, ou ce qui va nous parler plus, ou ce qui va être peut-être plus évident, ce qui va se présenter. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Allez, deux questions, je ne sais pas. J'apporte le micro. Oui, je voulais juste faire une petite remarque en fait sur la question justement du marché, de faire rentrer un matériau gratuit dans le marché. On a un peu le même genre de problème aussi quand on veut changer des vitrages sur des menuiseries existantes. Quand on est dans le circuit monument historique, on arrive à peu près à trouver un artisan de temps en temps qui est capable de garder l'objet et de le remettre en état. Mais dès qu'on sort de ce circuit, eh bien en fait, on est face à des gens qui ne veulent que nous vendre des objets neufs. Alors d'esthétique, on en parle, je ne sais même pas pour critiquer l'esthétique des objets, mais pourquoi mettre des objets neufs alors que parfois on a beaucoup d'objets qui sont encore très fonctionnels, qui n'ont aucune raison de terminer sur la benne, et il suffirait simplement, par exemple, d'élargir le double vitrage. Et bien, par exemple, pour faire changer, moi je ne trouve pas de menuisier en région parisienne qui me change un parc close. Voilà. Et pourtant, je dirais charme. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un marché qui n'intéresse pas les entreprises. Ils veulent vendre des fenêtres neuves. Donc, et on a l'impression d'être des espèces de dinosaures à demander des choses. Moi, sans cesse, je me retrouve face à des problèmes comme ça, de ne pas trouver d'entreprise qui veulent faire les choses que je souhaite faire chez moi ou chez des amis. Enfin, il faut faire changer effectivement le rapport à l'entreprise de construction. Et bon, d'un autre côté, on forme aussi dans les IUT de nouveaux techniciens, donc peut-être que, en particulier en restauration, donc peut-être que ça va faire bouger un peu les structures professionnelles.
C'était une remarque, je ne sais pas si elle appelle forcément une réponse, je ne veux pas. Est-ce qu'il y avait une dernière question dans la salle, Sonia? D'abord, merci. Après, je voudrais poser une question. Dans une conférence, Étienne Klein dit que le progrès est terminé, puisqu'on a arrêté de tendre vers un monde idéal pour innover et apporter toujours quelque chose de neuf dans un état qui est déjà délimité. Est-ce que finalement revenir à des techniques qui sont déjà présentes, le vernaculaire, le patrimoine existant, c'est pas une manière finalement de retendre vers le progrès et de refaire une marche en avant pour vous, hein, c'est une question vaste, de retendre vers une forme de progrès plus que d'innovation? Je sais pas, je crois que effectivement la notion même de progrès, moi je me méfie maintenant beaucoup de ce mot. La question c'est est-ce qu'on est content de la situation aujourd'hui, et est-ce qu'on pense que ça pourrait être un peu mieux ou différent et changer. La question n'est pas tant est-ce qu'on va passer, je sais pas, est-ce qu'on est satisfait par ce qu'on a ou est-ce qu'on essaie de faire un peu mieux ou différent, je crois. Donc, oui, c'est pas facile de répondre à cette question. Du coup, je vais pas répondre sur le progrès. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde ce qui s'est passé par le passé, les gens n'ont fait qu'adapter ce qu'ils savaient faire petit à petit à leurs besoins. Et ce que je pense, c'est que l'innovation à avoir aujourd'hui, c'est plutôt pour, bon, je parle de la terre crue, bien évidemment, c'est adapter le bâti pour qu'il corresponde à nos besoins d'aujourd'hui. Si on prend un bâtiment du XVIIIe siècle, il y a des toutes petites fenêtres parce qu'à l'époque, ça coûte trop cher de se payer du vitrage, donc c'est très sombre, c'est pas très agréable, il ne fait pas 25 degrés dans les bâtiments loin de là. Il n'y a pas forcément de système de chauffage aussi efficace. Donc du coup, on ne va pas refaire ce bâtiment-là aujourd'hui, ça correspond à l'habitat du XVIIIe siècle, on est au XXIe siècle. Mais donc le travail, c'est de passer de ça, enfin, on est fin 19e plutôt, jusqu'à aujourd'hui. Et alors est-ce que c'est un progrès? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que ce qu'on fasse, ce soit adapté à nos besoins, c'est ça. Merci à tous les deux. Nous arrivons au terme de ce troisième dialogue et de cette matinée. Merci à tous d'y avoir assisté. Le programme reprend à 14h. On a juste 10 minutes de décalage par rapport à l'horaire prévu. Il reprend à 14h, mais cette fois-ci dans l'amphithéâtre des Beaux-Arts, de l'autre côté de la passerelle. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure? Bon appétit à tous et à tout à l'heure.